vous avez étudié les lois fondamentales de la chimie. La loi de la conservation de la matière de Lavoisier est illustrée ici par la combustion du phosphore en récipient fermé. Avant, pendant et après l'expérience, la balance est en équilibre. La loi des proportions constantes de Proust est exposée par la synthèse du sulfure de fer. Les éléments soufre et fer se combinent dans le rapport déterminé de 4 grammes de soufre pour 7 grammes de fer. Ces lois du XVIIIe siècle s'interprètent à l'aide d'atomes non structurés, identiques pour chaque élément, mais distincts d'un élément à l'autre par leur masse, leur taille, leurs propriétés. En revanche, bien des phénomènes électriques découverts au XIXe siècle, tels les rayons cathodiques et les rayons canaux, exigent une structure interne de l'atome. Sir Joseph John Thomson développa le modèle compact de l'atome. Une masse diffuse, chargée positivement, héberge les électrons de charge négative, de sorte à garantir la neutralité de l'ensemble. Au début du XXe siècle, les scientifiques disposaient d'un nouvel outil d'investigation, la radioactivité. Voici une source radioactive. Elle émet en continu de minuscules particules lancées à grande vitesse, les rayons alpha. Un détecteur permet de les mettre en évidence. Un compteur électrique relié au détecteur affiche le nombre de projectiles qui heurtent le détecteur. Approchons la source du détecteur. Intercalons une feuille de papier à cigarette entre source et détecteur. Nous concluons que les rayons alpha, arrêtés net par la feuille de papier, sont très peu pénétrants. Un oscilloscope digital permet de faire l'étude de l'énergie des particules. La hauteur du pic est proportionnelle à l'énergie. Lorsque la source est très près du détecteur, l'énergie des particules est élevée. Les pics diminuent lorsque nous éloignons la source, ce qui prouve que les particules alpha sont freinées efficacement par l'air. Dans la chambre noire, un bout de film photographique est exposé à une source de rayons alpha pendant 15 minutes. Après la révélation du film, une tache noire apparaît. Sur base de cette propriété, répétons l'expérience réalisée par Geiger et Marsden. Ce récipient est armé d'une source radioactive devant laquelle est placée une feuille en or extrêmement mince. Dans la chambre noire, le récipient est garni d'un film photographique. Il est hermétiquement fermé, puis abandonné pendant quelques semaines, après avoir été vidé d'air. À la révélation du film, apparaît une tache noire centrale entourée d'un halo gris. Observons le film au microscope. Dans la tache centrale, les points d'impact sont très denses.
En périphérie, les points d'impact sont plutôt épars. Résumons l'expérience en simulation. Pour empêcher les particules d'être freinées par collision avec les molécules de l'air, la chambre est évacuée à l'aide d'une pompe à vide. La grande majorité des particules alpha traversent la feuille en or pratiquement en ligne droite. Mais quelques particules sont fortement déviées ou même rejetées en arrière. Ernest Rutherford en déduisit le modèle lacunaire de l'atome. Le volume est déterminé par le cortège des électrons. Au centre se trouve un minuscule noyau massif chargé plus. Les projectiles, également chargés positivement, sont seulement déviés notablement lorsqu'ils passent très près du noyau. Pour compter les particules déviées, servons-nous d'un récipient étanche à l'air dans lequel nous plaçons face à face le détecteur et la source radioactive. Intercalons la mince feuille en or. Elle n'oppose guère d'obstacle au passage des radiations. Prenons maintenant un diaphragme annulaire que nous recouvrons d'une mince feuille d'or. Nous l'intercalons entre la source et le détecteur. Aucune particule alpha émise par la source ne peut arriver au détecteur en ligne droite. Mais la feuille en or peut dévier les particules dans toutes les directions. Pour qu'une particule émise par la source puisse rejoindre le détecteur, il faut qu'elle soit déviée par la feuille en or d'un angle A. Le nombre des particules fortement déviées étant petit, l'enregistrement dure 1 heure et vous est représenté en accéléré. Comparons le nombre de particules qui passent en ligne droite avec le nombre de particules déviées par les noyaux atomiques. Il faut conclure que le noyau est très petit par rapport à l'ensemble de l'atome. Si l'on imagine l'atome agrandi 1 million de millions de fois, de manière à pouvoir contenir la tour Eiffel, le noyau atomique prend la taille d'un noyau de cerise.